Bonjour, merci pour l'invitation. Et je crois que je vais pouvoir répondre justement à une des questions qui a été posée par David, puisque je montrais un petit peu c'est l'utilisation des réseaux dans le cadre justement de compréhension des maladies dans les habitats. Et alors, je vais partager mon écran quand même. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Oui, c'est parfait. Merci. Voilà. Alors, voilà, je voulais remercier Léa, je voudrais remercier Frédéric, je voudrais vraiment remercier pour l'invitation parce que ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, finalement, ce que vous posez dans l'Ardèche, finalement, c'est dans d'autres endroits de la planète, c'est les mêmes choses qui se posent à l'échelle locale. Et je crois qu'on va pouvoir un peu échanger aussi là-dessus. Et c'est peut-être aussi une des raisons. Et finalement, il faudrait que je revienne que je vienne vous voir en Ardèche, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais parti aussi en Asie, c'était l'impossibilité finalement de travailler entre des disciplines, des domaines surtout, comme ça a été expliqué au départ, très sectoriel, quoi, très sectorialisé, un peu une pensée en tuyau d'orgue qui n'est pas de nature à pouvoir justement travailler sur les territoires. L'autre côté, j'étais très touché par l'introduction, hein, qui finalement a bien montré que les crises sanitaires, enfin finalement toutes ces crises qui sont l'expression aussi, surtout celle-là, d'une crise écologique, mais on peut avoir des crises climatiques. Finalement, tout ça, c'est des crises sociales, plus des crises écologiques, des crises économiques. C'est aussi potentiellement des crises de violence. Et on l'a vu dans certains pays, hein, et donc on n'est pas à l'abri de ça. Et finalement, l'UNESCO, au tout début de la pandémie, nous avait bien alerté sur ce genre de choses, c'est-à-dire que nous avons besoin de recréer du lien entre les citoyens, entre les communautés et entre les nations. C'est vraiment important. Donc voilà, pour me présenter, je suis quelqu'un qui fait de l'écologie. Qui s'est intéressé depuis de nombreuses années pourquoi il y a tant de parasites sur la planète et quel est leur rôle et quel est leur impact sur la diversification des autres du monde vivant. Donc, j'utilisais des modèles et puis aussi les aspects évolutifs. Hein. Et puis, finalement, aussi sur l'évolution de la résistance, l'évolution de la virulence chez les parasites. Et puis ça, j'utilisais ça plutôt sur des modèles animaux et faune sauvage, poissons ou autres. Et c'est petit à petit que finalement, je me suis intéressé aux humains, que je trouve finalement, c'est des animaux bien intéressants. Alors même si je mets toujours mes rongeurs un peu au-dessus, quoi, parce que j'aime bien les rats, mais les humains, ils ne sont pas très loin d'un point de vue intérêt de leur comportement. Et donc, c'est des animaux très attachants finalement. Et donc pour ça, je suis parti en Asie du Sud-Est, je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai la chance finalement, alors ça c'est parce que j'ai la chance d'être au CNRS, j'ai la chance d'être accueilli au CIRAD, qui est une institution pour travailler sur la recherche agronomique aux vétérinaires dans les pays en développement, enfin les pays du Sud et méditerranéens. Et puis j'ai la chance de pouvoir être hébergé en Thaïlande dans deux universités, une université de médecine vétérinaire de la faculté d'agronomie, je ne suis pas veto, et une faculté de médecine tropicale, donc dans une université Maïdol, et je ne suis pas non plus médecin. C'est-à-dire que finalement, ils avaient compris l'intérêt de travailler pour des vétos comme pour des médecins, de travailler avec quelqu'un qui avait plutôt une approche d'écologie et de terrain en même temps. Et finalement, je me suis intéressé depuis ce moment, je travaille en Asie depuis 2008, finalement, à ces problèmes d'émergence. J'étais là-bas à cause de ces émergences, à cause de ces pertes de biodiversité. Généralement, je commençais avant 2020 avec généralement ces photos du SARS, de la grippe porcine, de toutes ces émergences, et puis de poser la question, est-ce qu'on doit vraiment être effrayé? Et puis, ça m'a conduit finalement à travailler sur est-ce que finalement on a affaire à une augmentation des épidémies, des émergences? Donc, j'ai plutôt repris les données et donc différents types de bases de données et de montrer finalement que oui, on a une sorte de grande accélération du nombre d'épidémies, au moins depuis les années 40, et d'épidémies de nouvelles maladies infectieuses. Alors évidemment, on cherche, donc on trouve. Mais quand on corrige finalement pour
les efforts de recherche, on s'aperçoit que la tendance reste toujours la même et on a vraiment aussi des émergences nouvelles, on a des changements nouveaux. Et puis en utilisant justement ce qu'on a discuté jusqu'à présent, les réseaux, donc je me suis intéressé au partage, au réseau de partage des maladies infectieuses, des épidémies finalement entre les différents pays de la planète. Donc finalement, là, au lieu de s'intéresser à quels sont les individus qui sont importants dans la vaccination, ben, cette fois, on va s'intéresser à quels sont les pays qui sont importants finalement dans ce réseau de partage, ce qu'on appelle les hubs. Mais aussi, finalement, on peut s'intéresser à la structure du réseau. Alors, on a plusieurs moyens de regarder la structure du réseau, on le verra après, mais j'ai utilisé en fait une statistique qui s'appelle la modularité. Alors, c'est quoi? C'est finalement de compter le nombre de modules du réseau. Donc, finalement, si on se met avant, dans les années 40 ou 50, quand il y avait une épidémie, donc à part finalement des quelques grandes épidémies qui ont pu avoir lieu, une pandémie, mais la plupart des épidémies, elles restent dans le pays ou finalement elles vont avec quelques pays limitrophes. Donc finalement, on a plein de petites épidémies qui peuvent se faire, mais qui restent très localisées. Donc finalement, on a plein de modules. On en reverra d'autres après. On a ces modules et qui durent jusque dans les années 60. Et à partir des années 60, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que ces épidémies se partagent de plus en plus entre un nombre de plus en plus important de pays. Donc finalement, on a ce nombre de modules qui diminue. La relation entre les modules, la relation entre eux devient plus importante et finalement, vous voyez, ça chute complètement à partir des années 60 jusqu'aux années 2020, jusqu'à maintenant, où finalement, on va arriver à un moment donné où on va être plus qu'un seul module sur la planète. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger quelque part, une épidémie, ça va partir sur l'ensemble de la planète. Donc finalement, avant, on avait plein de modules et puis maintenant, on va de plus en plus. Alors comment l'expliquer? Tout ça, alors j'ai oublié de vous le dire, essentiellement avec une grande accélération. J'aurais pu vous dire, c'est aussi la grande accélération du commerce, évidemment. Mais comment l'expliquer un peu plus? C'est aussi une grande accélération d'un des principaux pourvoyeurs de maladies zoonotiques, c'est l'animal de rente, et notamment les vaches, les poulets, les cochons et autres animaux. Je vous prendrai juste l'exemple des vaches. Il y en avait moins d'1 milliard en 1960. Il y en a 1,7 milliard maintenant sur la planète. Donc, le poids des vaches est plus important que le poids des humains sur la planète, quoi. Alors, tout ça, ça a quoi comme conséquence? Directement d'augmentation des zoonoses, parce que finalement, ces animaux de rente, ces animaux domestiques, sont des ponts importants. Ils sont toujours des pourvoyeurs de maladies infectieuses et ce sont des ponts pour assurer finalement le partage, parce qu'ils partagent aussi ces maladies et ces agents pathogènes avec les humains et avec le reste. Et aussi, finalement, c'est le principal agent d'une diminution forte de la biodiversité, parce que finalement, il y a de plus en plus d'éléments de savane, de forêt qui sont finalement transformés pour faire de la protéine végétale, pour nourrir ces animaux domestiques. Donc finalement, on a une perte à la fois de la biodiversité et une augmentation des risques sanitaires. Alors, un des exemples, c'est aussi la déforestation. Ça, c'est finalement, j'ai fait cette étude qui vient d'être soumise. J'attends toujours un peu les résultats à cause d'une question d'un journaliste qui me demandait est-ce que finalement la déforestation est bien liée avec l'augmentation des épidémies. Alors, j'avais toujours quelque chose chaque fois, les petites anecdotes. Oui, là, c'est sorti là, c'est sorti là. Il dit oui, ça, je les connais. Parce que la plupart des journalistes, finalement, connaissent très bien leur sujet, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps pour les préparer. Mais il dit non, mais en fait, moi, je cherche une étude qui le démontre globalement. Et j'ai dit, il ne vient rien à l'idée. Donc après, finalement, je vais rechercher, je récupère les données, tout ça, et je fais l'étude parce qu'il ne la fait pas. Donc, je vous présente finalement, vous avez les deux diagrammes du haut qui vous montrent l'augmentation des épidémies de zoonoses depuis les années 90. Alors 90 parce que c'est à partir de là qu'on a les données sur les couvertures forestières ou les couvertures finalement de plantation données par la FAO. Et puis, j'ai mis aussi les maladies vectorielles, donc notamment la malaria, la dengue, chikungunya, Zika, enfin tout ce qui peut être, aussi maladie de Lyme, tout ce qui sont en fait aussi augmentés par les vecteurs. Alors, ce que vous voyez, par contre, aussi bien les zoonoses, on a l'impression que ça se stabilise un peu, quoi, on espère. Alors, on va quand même avoir 2020, ça fait un gros pic, mais par contre, sur les maladies vectorielles, ça monte toujours, quoi. Et certainement qu'il y a un autre effet que
la déforestation, comme on va voir, mais aussi le changement climatique. Alors, si on regarde les données, ben oui, depuis 90, on a une couverture forestière qui continue de diminuer. Et cette couverture forestière, quand ça diminue, alors notamment sur les régions intertropicaux, c'est associé donc en marron avec des épidémies en augmentation zoonotique ou vectorielle. Mais aussi, si on reforeste en bleu, on s'aperçoit qu'on a aussi ces épidémies. Alors pourquoi? Parce que finalement, on reforeste, ce n'est pas de la forêt multifonctionnelle, c'est de la forêt de plantation. Et là, on sait que les forêts de plantation, finalement, et on a des données pour nous dire que ce n'est pas très très bon. Déjà, souvent, elles sont plantées pas sur des milieux qui sont faites des zones forestières, ça peut être de la savane, on perd de la savane. Et on peut faire aussi des plantations commerciales, comme on voit dans le diagramme du dessous, qui sont les palmiers à huile, qu'on voit l'augmentation aussi très importante des surfaces de palmiers à huile depuis les années 90. Alors essentiellement dans les pays d'Amérique centrale et du Sud, en Chine et surtout en Asie du Sud-Est. Et ça commence en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, en Angola, où ça démarre, mais depuis quand même moins longtemps, et les zones ne sont encore pas tellement importantes. Mais partout, on le voit, c'est aussi une augmentation des épidémies pour ce genre de choses. Finalement, on s'aperçoit que notre impact sur les territoires et notre augmentation, notre appétit pour les animaux d'élevage fait qu'on crée les conditions. Donc c'est le pourquoi. Donc en fait, j'étais un peu travaillé en Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce que vous avez vu, c'est une zone importante d'un point de vue impact sur les changements environnementaux. Même si c'est une région riche en biodiversité, une grosse baisse en biodiversité. Et nous avons l'exemple de la Covid-19, hein, donc c'est proche, hein, c'est Yunnan, hein, potentiellement une zone d'émergence de maladies infectieuses et aussi toujours avec un fort couvert. Donc ça, finalement, c'est depuis 2008 beaucoup de travail de terrain. Donc j'ai organisé au moins 34 missions de terrain depuis Laos, Cambodge, Thaïlande, un peu Vietnam et aussi Philippines, c'est pas représenté, pour finalement travailler. Alors sur les rongeurs, pourquoi les rongeurs? Parce que les rongeurs, ils sont partout. Les gens les connaissent bien, ils peuvent les chasser pour les manger. Il y en a qui sont en danger. Et il y a aussi des rongeurs qui sont les principaux finalement réservoirs de toujours de maladies infectieuses importantes. Là, ça, qu'on pense à la peste. Puis travailler de plus en plus, donc avec aussi les reconstructions des land use, hein, ce qu'on appelle les habitats du passé, quoi. Alors qu'on voit par exemple des aspects dans certains endroits de déforestation importante, hein, comme au Cambodge, mais d'autres endroits où c'est un peu comme l'Europe finalement, on arrive à stabiliser la forêt, mais on perd de l'agriculture pour le profit de l'urbain ou des plantations nouvelles, quoi. Et puis travailler de plus en plus avec les communautés locales, participatory mapping, puis épidémiologie, mais finalement avec des projets qui se sont enchaînés, quoi. J'ai cette chance. Et on va un peu les représenter parce que finalement, c'est exactement ce qu'on a vu, ce qu'on a discuté pour les imposants, c'est d'acquérir finalement des données sur le terrain déjà finalement sur ces changements environnementaux importants et notamment qui se caractérisent sur les cartes, hein, okay, de caractériser un peu finalement tous ces animaux et de voir comment ces animaux, donc une vingtaine d'espèces de rongeurs, enfin 17 surtout plus particulièrement, comment ils sont spécialisés en les différents types d'environnements, comment en fait ils répondent par rapport à ces environnements, et on met finalement en évidence des rongeurs qui sont synanthropiques, c'est-à-dire des rongeurs qui aiment vraiment bien les humains et que finalement, quand les territoires sont de plus en plus, je dirais, anthropisés, donc avec des cultures, des plantations, des cultures qui deviennent de plus en plus homogènes, où les villes et les villages, ben, ils prédominent et ils montent aussi en densité. Et finalement, on peut le voir aussi encore avec des réseaux. Justement, donc on a parlé de réseaux bipartites, hein. En fait, c'est ce qu'on voit en bas, hein. En fait, on voit toutes ces petites flèches entre deux trucs ou des réseaux unipartites qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? Quand on connaît un peu plus nos rongeurs, qu'on les a identifiés, qu'on a sur ces land covers, qu'on a identifié tous les pathogènes, et ben on peut faire les réseaux de partage
de ces pathogènes entre ces différents animaux. Et puis, on peut les mettre sur, finalement, on peut calculer des indices, on peut les mettre sur ces habitats et sur ces habitats changeants, et on peut calculer finalement des indices de réseau, notamment, par exemple, on voit que la connectance ou la modularité peut en fait changer fortement avec la fragmentation des habitats, et on peut voir aussi que cette modularité peut vraiment se changer entre différents types, ne serait-ce que finalement quand on compare deux types de localités au Cambodge. Donc ça nous dit que finalement ces approches-là sont relativement intéressantes, plutôt théoriques, et on les replace. Et finalement, on peut remettre vraiment bien tout ça dans un cadre vraiment de changement. Et quand on a fait un peu un screening de tous les pathogènes qui sont trouvés sur ces virus, hein, donc tous ces rongeurs, donc des virus, des bactéries, des protozoaires, des helminths, et qu'on regarde finalement qu'est-ce qui fait finalement qu'on peut avoir une augmentation des prévalences, c'est-à-dire des infections de ces rongeurs, et donc finalement augmenter le risque de passage sur les humains ou sur des animaux domestiques, et donc on voit que finalement l'intensification de l'agriculture, notamment sur pente, pour faire notamment du maïs pour nourrir le cochon ou les poulets, ou l'agriculture ou les plantations, ou l'agriculture finalement intensive en irrigation, on augmente finalement ces risques. Ce qu'on voit aussi, encore une fois avec des réseaux, sur des gradients entre du rural pur, et en fait on voit le rural, c'est finalement l'endroit le plus intéressant. De rural, je dirais, espace multifonctionnel où on peut avoir aussi la forêt communautaire, où finalement qu'est-ce qui se passe? Bon, regardons notre réseau de partage de différents types de microbes, virus entre nos rongeurs en milieu rural. Et on voit des modules. On voit finalement que tout ne se partage pas, ça veut dire que ça ne s'échange pas tant que ça, et aussi en même temps que finalement, parce que ça ne s'échange pas tant que ça, la force d'infection, c'est-à-dire la possibilité de faire des épidémies, d'augmenter en prévalence, est faible en milieu rural. C'est là finalement qu'on a les plus faibles prévalences de différents types de pathogènes, dont les leptospires, qui sont les agents de la maladie, la leptospirose ou maladie des études. Et par contre, quand on va ce qu'on appelle developing en périurbain, donc on a une simplification des habitats, une urbanisation et encore plus en urbain, on s'aperçoit que la modularité diminue complètement, tout est connecté avec tout. En plus, on a une baisse de la diversité de nos rongeurs, tout en maintenant finalement une diversité assez forte de nos pathogènes, mais par contre, tout augmente. C'est-à-dire, finalement, on s'aperçoit qu'en périurbain et en urbain, dans ces changements forts, cette anthropisation forte, finalement, avec les rongeurs, on accroît ces passages-là. Et la preuve, c'est que quand on fait ça et qu'on remet ça sur tous nos habitats, cette fois. Donc finalement, on a fait le réseau de partage, mais dans les habitats, le réseau de partage finalement de maladies zoonotiques, on s'aperçoit que on favorise dans certains types d'habitats, notamment où il y a des humains fortement présents, des rongeurs synanthropiques. Donc c'est là qu'on a le plus finalement de connexion. C'est ces réseaux synanthropiques avec les humains sont les nœuds, les centres, les hubs d'échange. Alors évidemment les humains, puisqu'on regarde les zoonoses, donc ça les touche. Mais finalement, on voit que certains de ces habitats et certains de ces rongeurs sont potentiellement les sources d'émergence et dans certains types d'habitats. Et finalement, au même moment qu'on a fait cette étude, mes collègues de Pasteur, et on a publié en même temps une nouvelle émergence d'un mammarénavirus. Donc c'est le même groupe que les virus qui donnent la fièvre de Lassa, donc en Afrique de l'Ouest, mais là que finalement c'est un autre groupe en Asie du Sud-Est et qui a émergé aussi sur les humains, alors à bas bruit, puisque finalement ce sont uniquement des personnes qui ont été infectées et qui sont hospitalisées dans les hôpitaux Phnom Penh, qui ont été détectées porteurs de ces virus et qui avaient été caractérisées comme étant des fièvres virales inconnues. Donc finalement, notre idée, c'était, on a pu aller plutôt dans le passé, donc de faire du rétrospectif qu'il faut toujours faire, mais finalement, il faut faire du prospectif, il faut faire des scénarios, mais ces scénarios, finalement, il faut les faire pas avec le changement climatique qui
donc pas avec l'économie qui sert finalement de moteur pour faire les scénarios climatiques, mais avec finalement la gouvernance. Et la gouvernance, qui est une gouvernance multi-échelle et multiple entre la gouvernance de la santé, la gouvernance de la foresterie, de la forêt, la gouvernance de l'agriculture, la gouvernance aussi bien du land use, donc en travaillant sur ça. Alors comment faire? Ben, finalement, on a développé depuis 2008 des travaux dans ce qu'on appelle un observatoire, enfin ce que j'ose appeler un observatoire social et écologique et de la santé à Santong, Nan. Finalement, parce qu'on a travaillé en 2010, on a travaillé avec des personnes ici, on était intéressés, je dis aux rongeurs, des maladies liées aux rongeurs, et les communautés, mais aussi le dispensaire, le gouvernement local étaient finalement intéressés par ce qu'on faisait. Et finalement, on a gardé des liens qu'on a continué à développer de plus en plus, et je vous les expliquer. Et aussi parce que c'était un intérêt, parce que c'est un sous-district donc, qui s'appelle Santong, dans le district de Tawangpa. Tawangpa est en fait la ville-district qui est située plutôt en plaine centrale, donc zone de rizière, avec 4 villages. Et puis, on a 4 autres villages qui sont situés plutôt en montagne, en bordure d'un parc national, le parc de Nonthaburi. Actuellement, il y a 4 villages qui sont implémentés sur le parc, mais qui ont des droits d'usage, puisqu'on leur a laissé les droits d'usage et le droit aussi finalement de couper, de faire autre chose sur le parc national, mais ça fait partie des droits d'usage. Le parc étant dit, bon, maintenant, vous arrêtez de grignoter sur ça. Et finalement, il y a eu des opérations de reforestation multispécifiques et de développement de forêts communautaires. Donc, ce qui est aussi tout cet intérêt. Donc là, alors qu'est-ce qu'on a fait depuis 2008? Comme je vous disais, on s'intéressait qu'au départ qu'aux rongeurs et qu'aux maladies liées aux rongeurs, mais après, on a commencé à travailler plus sur des aspects de maladies des gens par finalement la consommation de viande et de poisson, donc, et aussi d'eau qui peut être contaminée. Puis on s'est intéressé finalement à d'autres aspects de biodiversité. On s'est intéressé aussi à leurs chiens. On s'est intéressé aussi à la biodiversité des poissons. Et puis après, c'est eux qui nous ont demandé assez récemment d'étudier le problème des pesticides, parce que les fermiers d'eux-mêmes disaient que nous utilisions trop de pesticides et on s'inquiète pour notre santé, pour la santé de nos animaux. Et donc finalement, on a développé un peu tous ces modèles. Donc on a eu en fait une série finalement de projets, y compris d'ailleurs la résistance aux antibiotiques chez les humains, chez les animaux domestiques, les animaux sauvages, et le long de ce gradient écologique, mais aussi le long aussi d'un gradient d'intensification des fermes, donc avec des petites fermes et des grandes fermes. Donc finalement, on regarde un peu tous ces biocides, aussi bien pesticides qu'antibiotiques, utilisés en agriculture, en élevage, et les conséquences finalement sur la santé des écosystèmes, des animaux, des humains. Donc finalement, avec tout un ensemble de parties prenantes et directement qui sont mis dedans, donc les chefs de village, les volontaires de la santé, les responsables de district, les problèmes. Et je vous prendrai juste quelques petits exemples. Finalement, pour ça, c'est d'abord faire beaucoup finalement d'inventaires de faune, de flore, y compris d'ailleurs maintenant participatif avec les gens, y compris ce que je me suis un peu intéressé à faire de l'écologie sonore, ce qu'on appelle le soundscape écologie. J'ai mis des répondeurs, ce qui m'a fait faire finalement de faire des cartes d'anthropophonie ou des cartes de biophonie, Et puis des collègues ont fait aussi des land use, land cover sur le temps. On regarde aussi finalement l'évolution des sols, de la dégradation des sols. Donc tout ça, ce qui nous a donné finalement beaucoup d'informations à partager. Et puis finalement, on a fait ce genre de type. Alors je vous mets ça ici. Finalement, tous ces projets, chaque fois, ça débute en quoi? Finalement, on fait un design, on fait des choses, on fait alors la cartographie participative avec des gens, par exemple, comme ça a été le cas pour mapper, finalement, cartographier quelle production ils faisaient, sur quel endroit, quel type de pesticides ils utilisaient, mais aussi quel type d'antibiotiques ils utilisaient dans quel élevage. Ça nous fait permettre encore une fois des réseaux. Vous avez, par exemple, vous avez présenté le réseau finalement des parties prenantes. Et on voit surtout que finalement, ce réseau qui est important, les chefs du village et
finalement le petit gouvernement local, mais aussi les différents volontaires sont des liens forts et surtout c'est la santé qui est énormément très forte dans le réseau de partage et finalement on a toutes ces informations. Donc, et je finis avec ça, finalement, c'est quelque chose que finalement on a petit à petit développé, qui ne s'est pas fini, hein, c'est pas complètement implémenté, c'est pas en fait, mais finalement quand je vous écoutais, c'est quelque chose qui pourrait être fait aussi finalement dans les Ardennes, partout. C'est finalement, il faut partir de quoi? De tout l'ensemble des personnes, des parties prenantes, des communautés, des différentes responsables, des trucs, et imaginons des futurs. Imaginons les futurs du mien pour chacun et les futurs qu'on ne veut pas. Et ce n'est pas forcément les mêmes futurs qu'on ne veut pas entre les différentes parties prenantes, et ce n'est pas forcément les mêmes futurs, mais on échange, on doit en fait travailler ensemble. Finalement, ça permet de formuler des problèmes, de développer des protocoles en commun, d'implémenter ces protocoles, d'engager finalement toutes les parties prenantes à réaliser cette implémentation. Alors évidemment, derrière, c'est un engagement et des éthiques qu'il faut avoir. Hein. Alors, éthique de la santé, éthique de l'environnement, éthique animale, éthique aussi de l'engagement communautaire. C'est de réaliser, de s'engager à réaliser finalement tout ça, à analyser les données avec les techniques les meilleures, comme je vous ai présenté, trouver aussi les collègues capables de les prendre, et communiquer finalement en reconnaissant que nous partageons des valeurs différentes. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes représentations du monde et nous voulons finalement échanger, comprendre ces représentations. Ce n'est pas d'avoir les mêmes valeurs, ce n'est pas un but, mais c'est finalement de comprendre, si on comprend les valeurs des autres, les représentations du monde des autres, finalement, on sera capable de communiquer, on est capable de pouvoir recréer du lien entre nous, quoi. Et finalement aussi recréer du lien entre humains et non humains, c'est-à-dire finalement de pouvoir réinventer de nouveaux futurs, quoi. Donc tout ça, évidemment, ça suppose de pouvoir conserver toutes ces données et de pouvoir finalement retravailler ce que l'on a mis sur un triptyque. Hein. Si finalement on crée des environnements qu'on appelle sains, hein, des écosystèmes sains, tout ça ne pourra simplement être bon que pour les animaux, domestiques et non domestiques, et que pour les humains, qui soient aussi bien individuels qu'une santé communautaire. Et je vous remercie, j'arrête là, je ne sais pas si j'ai été trop long, mais je voudrais simplement remettre le dernier, c'est en vous écoutant, j'ai rajouté finalement les débuts, j'ai rajouté un dessin de Pétillon qui a été fait dans le monde pendant la conférence sur les OGM, donc il y a quand même plus d'une dizaine d'années, quoi, et qui me marque toujours, qui me marque chaque fois qu'en fait je dois finalement faire une intervention où on reconnaît bien les scientifiques qui sont derrière la table, puis on reconnaît bien les citoyens qui sont assis sur des sièges gentiment, et où un nous dit, à moi, scientifique, pouvez-vous nous expliquer simplement pourquoi c'est compliqué? Et c'est ça que nous devons arriver à faire. Merci de votre attention.